Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, le Polonais Jacek dans les corons du Nord à l'orée des années 30, le Vietnamien Thien dans le 13e arrondissement de Paris dans les années 70 ou encore l'Arménienne Anouche dans les années 20 dans la vallée du Rhône. Voici 3 des 12 personnages que vous croisez dans la compilation des romans de la collection Français d'ailleurs. Ils sont signés Valentine Gobi, elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Cécile Fournier. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actualité, c'est la sortie au cinéma du film Molière avec Laurent Lafitte, Molière, star des programmes de français, faut-il le rappeler. L'heure de la récré, toujours avec Cécile, on est le 14 février, la Saint-Valentin, une Saint-Valentin un peu particulière avec Cécile. Et puis rendez-vous enfin avec Candice Anzel, conseil de famille, notre rendez-vous sur les questions de parentalité. Aujourd'hui, les conflits dans les fratries. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Depuis 2007, Valentine Gobi distille ses histoires de Français d'ailleurs. C'est le titre d'une collection née chez Autrement Jeunesse et désormais portée par Casterman. 12 récits d'immigration qui couvrent 100 ans d'histoire. Ils sont réunis en un seul volume que voici. Il vient de sortir avec le soutien du Musée national de l'histoire de l'immigration, partenaire historique, je crois, de la collection. Valentine Gobi, bonjour. Bonjour. Elle est née comment d'ailleurs cette collection ? Elle est née d'une envie très très forte en 2005, au moment de la mort de Zied et Bouna, qui étaient donc deux très jeunes Clichy-sous-Bois, ces deux garçons qui sont décédés suite à une course-poursuite avec la police et qui se sont réfugiés dans un transformateur électrique où la police n'ayant pas pris de distance, ils ont resté jusqu'à être électrocutés. Il faut dire qu'à l'époque, contrairement à ce qui est le cas aujourd'hui, il n'y avait pas du tout la richesse de récits, d'histoires et de fiction autour de la question de l'immigration. Il y avait essentiellement des livres d'historiens. D'ailleurs, la maison d'édition Autrement, qui a ensuite lancé la collection Français d'ailleurs dans sa version jeunesse, publiait de très grands textes vraiment historiques. Patrimoniaux. Absolument. Ouais. Et puis aussi des chercheurs. Donc c'est cette maison d'édition qui m'a sollicitée parce que j'avais déjà écrit un livre qui s'appelait Manuelo de la Plaine chez Folio Junior. C'était mon premier roman jeunesse qui racontait l'arrivée des Espagnols à Paris. Et aux alentours de Paris, plutôt dans ce qui s'appelait la Petite Espagne à l'époque. Là où il y a on devait être quoi, fin des années 30 ? Voilà, il y a le Stade de France aujourd'hui, mais il y avait un bidonville à l'époque. Et ça avait attiré l'œil de cette maison d'édition Autrement, qui avait envie, en fait, de faire tout un travail qui soit à la fois documentaire, mais aussi qui passe par la fiction, c'est-à-dire l'incarnation de véritables personnages, pour évoquer la question, les difficultés, la beauté, les grands enjeux, en fait, de l'immigration aujourd'hui, à destination d'un public jeune. L'Espagne qu'on retrouve, c'est peut-être un clin d'œil en deuxième position dans cette compile, avec Antonio cette fois, de l'Espagne à la région toulounaise. Les enfants déracinés, les enfants en souffrance, c'est pas juste un sujet de littérature pour vous. Je crois que vous avez passé 3 ans en Asie pour diverses associations humanitaires, même que vous avez commencé alors que vous étiez encore étudiante à Sciences Po. Et c'est là que vous découvrez aux Philippines et que vous commencez à écrire, c'est ça ? Oui, j'ai beaucoup passé de temps, en effet, avec des enfants des rues et dans les bidonvilles, dont la vitalité, la joie, tout autant que la misère m'ont frappée. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une puissance de vie qui m'a nourrie énormément dans l'écriture de mes romans jeunesse ensuite, mais je dirais même d'ailleurs dans ma littérature adulte où les personnages d'enfants sont toujours très vivants, très présents. Et puis j'ai été confrontée à la différence extrême, bien sûr. J'ai été confrontée au déchirement, à la souffrance économique, à la discrimination. Et à quel moment vous dites mon travail, oui. Ouais, c'est ça. Mais à quel moment vous dites justement je vais faire de la littérature Alors ça, moi j'ai commencé à écrire en adulte chez Gallimard. Ça n'avait pas du tout de lien avec la question de l'immigration. Moi j'écris depuis que je suis enfant et c'est aussi simple et évident pour moi que de respirer, dormir, manger. Enfin je dis simple, c'est faux. C'est évident au sens où j'ai besoin de le faire, mais non. Je suis très en lutte avec les mots. Par contre, faire se rejoindre des préoccupations, des engagements et l'écriture, c'est une grande joie. Dans cette série, tous français d'ailleurs, enfin c'est français d'ailleurs la série, mais tous français d'ailleurs dans cette édition puisqu'il y a tout, on voyage dans le temps, on voyage dans l'espace. Vous travaillez comment ? Vous travaillez à partir d'archives, à partir de témoignages ? Oui, alors quand c'est possible des archives, bien sûr. Il y a aussi des travaux d'historiens auxquels je suis vraiment très très redevable. Donc il y a tous ceux qui ont écrit dans la collection chez Autrement, qui est une collection d'histoire, mais grâce aussi à ce partenariat avec le
le musée de l'immigration, j'ai eu accès direct, personnellement, à vraiment des historiens dont les travaux de recherche font écho à ce travail que nous avons entrepris, qui m'ont accompagné dans l'élaboration de scénarios de manière à ce qu'ils soient vraisemblables, qui ont relu mes textes aussi, tout en sachant qu'encore une fois, ce ne sont pas des documentaires, ce sont vraiment des fictions, c'est-à-dire que c'est l'histoire d'enfants qui sont amoureux, qui se questionnent sur la vie, qui ont des difficultés relationnelles avec leurs parents, avec leurs frères et sœurs, qui se posent la question de savoir à quoi sert l'école. Ce sont avant tout des enfants, mais dans un contexte migratoire. Et dans un contexte quand même très très particulier. D'un mot, vous avez commencé en 2007, on le disait. Il y a de nouvelles vagues d'immigration qui sont arrivées depuis. C'est une histoire sans fin, l'intégration des enfants. C'est une histoire sans fin, mais c'est drôle. Vous commencez d'ailleurs avec RIM, avec la Syrie. En fait, elle paraît très actuelle, cette question. Alors qu'en réalité, moi-même, je m'appelle Gobi. Donc, ça s'écrit G-O-B-Y, mais il y a 150 ans, ça s'écrivait G-O-2-B-I. Je viens d'une famille qui était en Suisse italienne. Donc, cette histoire nous concerne tous, mais on a fini par se fondre dans la population, si bien qu'on est devenu invisible. Mais il y a 100 ans, ceux qui étaient victimes de racisme, c'était les Espagnols et les Italiens, qu'on regardait comme des étrangers absolus. Et c'est bon de rappeler que cette histoire a des racines très profondes, en fait. Ça parle. Moi, c'est David Enkoff. Bon, David Enkoff, c'est breton, c'est comme Plogoff. On se retrouve, Valentine Gobi, pour parler de ces 12 enfants et adolescents. Vous ne les oublierez pas, si vous ne les avez pas déjà lus, en lisant l'intégralité, tous français. D'ailleurs, 12 histoires, 100 ans d'immigration, c'est chez Casterman. Et on se retrouve dans quelques instants après l'Anti-Sèche, Cécile Fournier. Cécile, bonjour. Bonjour. Anti-Sèche, où l'on va parler de Molière. L'actualité, c'est la sortie du film Le Molière imaginaire, film d'Olivier Py. Exactement, où dans le rôle de Jean-Baptiste, on retrouve le grand Laurent Lafitte. Je vous propose tout de suite de découvrir un extrait de la bande-annonce. Molière, il faudrait reprendre. Place au théâtre! Nous perdons des sommes considérables avec cette nouvelle pièce. Il faudrait reprendre Nicomède. Je n'ai pas de talent pour la tragédie. Un bouffon reste un bouffon. Un bouffon peut-être, mais je joue pour le roi. On dit que c'est Corneille qui a écrit le Tartuffe. Il n'aurait pas osé le signer. Tu es sûr de pouvoir continuer? Il faut continuer. Il y a ici 50 personnes qui n'auraient rien à manger. Le roi va venir, Jean-Baptiste. Votre corps est épuisé. Je sens de temps en temps des douleurs de tête. Justement. Mais le poumon! Pour être enterré au chrétien, il faudrait qu'il écrivît une lettre de renonciation à son métier. Je ne suis pas au service de l'Église, je suis au service du roi. Et ce n'est pas un hasard, Cécile, si le film sort aujourd'hui. Non, puisque le 17 février prochain, donc dans 3 jours, cela fera 351 ans, et oui, déjà, que Molière nous a quittés. Et en réalité, ce film se focalise sur les derniers jours de la vie de l'auteur. Qui n'est pas mort sur scène, comme on se plaît à le raconter, Et pas exactement. Non, pas tout à fait. Et comme Dalida aurait aimé aussi mourir, rappelons-le. Bref, revenons au XVIIe siècle. Non, effectivement, Molière est mort chez lui au 10 rue de Richelieu à Paris après avoir joué pour la 4e fois Le Malade imaginaire sur la scène du Palais Royal. Le Malade imaginaire avec ce célèbre dialogue entre Toinette, la servante qui se fait passer pour un médecin, et Argan, son maître, et le célèbre: c'est du poumon que vous êtes malade. Je veux bien. Ouais. Vous le jouez très bien, on l'a vu dans la bande-annonce. Et d'ailleurs, c'était le cas de Molière, c'est du poumon qu'il souffrait. Exactement. Enfin, il est emporté par une tuberculose pulmonaire. Alors je dis ça en réalité, mais on n'est pas tout à fait certain. Beaucoup de mystères et de zones d'ombre autour de la vie de Molière, parce qu'il faut savoir que sa première biographie, qui a été rédigée par Grimarest, est rédigée 32 ans après sa mort. Et donc en revanche, son ami Lagrange, qui faisait partie de sa troupe, a raconté les derniers instants de Molière, et il a écrit, je cite: fort incommodé d'un rhume de flux et fluxion sur la poitrine qui lui causait une grande toux, de sorte que dans les grands efforts qu'il fit pour cracher, bon appétit, il se rompait une veine dans le corps. Donc, a priori, on aurait donc des problèmes de poumons, évidemment. Et l'histoire de Molière ne se termine pas avec sa mort. Vous avez l'air dégoûté. Non, encore une fois, beaucoup de mystères, de polémiques, à commencer par les difficultés que rencontre Armande Béjart, sa femme, pour lui trouver une sépulture chrétienne. Je vous rappelle que nous sommes en 1673 et que le comédien n'est pas un métier avec bonne réputation. On ne donne pas la communion aux usuriers, à ceux qui vivent en couple hors mariage, aux criminels et aux comédiens. Hop,
tout ça dans le même panier, j'ai envie de dire. Pour espérer avoir une sépulture, le comédien doit abjurer son métier. On en est là quand même. Pourtant, elle y arrive, Madeleine Béjart, à trouver une sépulture à son mari. C'est formidable. Elle va d'abord aller voir son copain Louis XIV, qui la renvoie en disant que c'est pas à lui d'en décider, et qu'elle doit aller plaider sa cause auprès de l'archevêque. Ce qu'elle fait, donc François Harlet de Champvallon, l'archevêque de Paris, l'autorise après qu'elle a assuré que Molière était mort en bon chrétien, qu'il avait l'intention de se confesser et qu'il en a été empêché par des contretemps. Ah bah oui. Oui, bah oui. Moi aussi, c'est pareil. Ça, si j'avais le temps, je me confesserais plus souvent. Voilà. Ça fonctionne, hein, d'ailleurs. Il est finalement inhumé 4 jours après sa mort. Oui, au cimetière de la chapelle Saint-Joseph, situé sur la paroisse de Saint-Eustache. Ça se passe à 9h du soir. Il y a entre 700 et 800 personnes qui assistent. Donc, beaucoup de pauvres. Et d'ailleurs, Armande Béjart va jeter des pièces à la foule. Elle est comme ça, Armande. Elle est très généreuse. Et même plus tard, elle va faire apporter du bois de chauffage sur la tombe de Molière. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont rassemblés là pour que les pauvres puissent se chauffer. Molière enterré au cimetière de Saint-Joseph, il n'y est plus là. Non, il a été déplacé, je vous la fais courte. Maintenant, il repose au cimetière du Père-Lachaise depuis le 2 mai 1817, aux côtés de Jean de La Fontaine, mort lui en 1695, 22 ans après Molière. Génial, Molière en 5 minutes, dont une minute de bande-annonce par Cécile Fournier. Si vous avez un peu plus de temps à lui consacrer, il y a un très bon podcast de Philippe Collin également, que vous retrouverez sur la plateforme de Radio France sur la vie de Molière. C'est vrai. Et oui, c'est vrai, je Je ne dis pas que des trucs faux. Je valide. Eh ben, super. Grand oral, Valentine Govy. L'histoire montre que c'est de l'ignorance que viennent les préjugés et le rejet, écrit Constance Rivière, la directrice du Musée national de l'histoire de l'immigration, en préface du livre de Valentine Gobi. Et elle poursuit: rien n'est plus important que de les connaître, ces femmes, ces hommes, ces enfants qui sont comme nous, car ils nous ressemblent et nous leur ressemblons. Chaque récit, chacun de ces 12 récits, Valentine, est unique, mais il y a quand même des motifs récurrents. Je voudrais en prendre quelques-uns. Et en commençant par la place des femmes, on croise beaucoup de mères, beaucoup de mamans dans vos histoires, mais qui arrivés en France, se retrouvent cantonnés, emprisonnés, alors cantonnés souvent à la cuisine, mais emprisonnés également par la non-maîtrise de la langue. C'est un cas très particulier. Vous y revenez souvent à la place des femmes dans ces histoires. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit un cas très particulier, mais disons que simplement l'immigration est le reflet de la société dans laquelle nous vivons et dans laquelle vivent ces familles, et que un peu partout, de toute façon, les femmes n'ont pas eu une place centrale dans la conquête économique, on va dire, et donc leur rôle, en effet, est assez fléché vers la question de la maison, de l'enfance. Alors, comme en plus c'est un livre historique qui revient quand même sur des immigrations qui datent d'il y a plus de 100 ans, la première, c'est les Arméniens au moment où le massacre se produit par les Turcs en 1915. Il y a des immigrations qui sont des immigrations purement féminines. Donc, par exemple, celle-là, puisque les hommes sont massacrés, arrivent en France essentiellement des femmes avec des enfants et quelques vieillards. C'est le cas de la Chine aussi. L'histoire de Ning, c'est une femme qui vient parce qu'en Chine, quand on divorce, on est rejeté quand on est une femme, si bien que pour pouvoir divorcer, il faut carrément quitter le pays. Et d'ailleurs, certaines femmes doivent abandonner leurs enfants derrière elles. Donc là, on est dans des cas particuliers. Pour le reste, on est aussi dans des sociétés qui parfois sont traditionnelles, avec une empreinte assez forte aussi de la religion, des religions en général. Et les femmes ont un travail qui est, c'est vrai, essentiellement domestique. Quand on arrive en France, il y a aussi une grande tâche aussi pour intégrer les enfants à travers l'école. Alors une répartition des rôles se produit qui conduit les hommes souvent à l'usine et au travail et les femmes à la cuisine, globalement. Vous avez raison, les emprisonnent, puisque n'ayant pas accès à la société extérieure, elles se retrouvent orphelines de la langue du pays d'accueil. Et c'est les enfants, d'ailleurs, souvent, qui deviennent leurs profs. Et c'est mon deuxième motif récurrent, vous venez de le citer, c'est le poids de l'école, puisque les enfants seront de leur famille les premiers à maîtriser la langue. Oui. Les parents, ils viendront toujours d'ailleurs, français d'ailleurs, les enfants non. Ouais, même s'ils sont arrivés. Bon, ils subissent quand même un traumatisme très fort. Ce sont pour la plupart des familles qui ont conscience qu'elles ne retourneront jamais dans le pays d'origine. Ça n'est pas un voyage, c'est un arrachement. Il faut, moi j'explique toujours ça aux enfants, imaginez qu'on vous propulse sur la planète Mars, ou une planète tout à fait inconnue dont vous ne maîtrisez ni le langage, ni les habitudes, ni les codes, ni la nourriture, ni la manière de se parler, de s'habiller, de se conduire. Et il faut tout apprendre sans mode d'emploi. Et il n'y a pas de navette spatiale pour le retour. C'est ça. Et l'école, c'est un bain qui est à la fois très difficile, bien entendu, mais qui est accueillant aussi parce que
d'une certaine manière, c'est une société d'enfants et les enfants ont des points communs très forts. Ils aiment jouer, ils aiment chanter, ils aiment blaguer. Ça n'évite pas du tout, évidemment, un certain nombre de manifestations racistes et d'ostracisation, mais il se produit quand même une espèce de bain à travers lequel les enfants vont devenir en effet ceux qui conduisent leurs parents à travers la société dans laquelle ils arrivent. Et c'est bien mon troisième motif, le racisme. Bah oui. Qui est omniprésent à toutes les époques. Bien et sûr. Ça, vous tenez à le montrer. Bah ça c'est une évidence. C'est une évidence. Et justement, on a tendance à oublier à quel point toute arrivée en fait d'étrangers a suscité non seulement des interrogations, mais vraiment du rejet. Depuis, comme je le disais tout à l'heure, les Espagnols et les Italiens, qui étaient nos voisins, ont traversé régulièrement la frontière, mais qui ont fait l'objet de manifestations d'une violence qu'on ne soupçonne pas aujourd'hui, que j'ai souhaité rappeler. C'est aussi un livre qui parle de solidarité, parce que le racisme, c'est une valeur structurante. On désespère jamais totalement de l'humanité quand on vous lit. Il y a toujours des mains qui se tendent, un voisin, un enseignant, un ami. Bien sûr, c'est pas du tout un il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Que je veux désespérer, absolument pas. C'est une grande aventure l'immigration, aussi celui pour celui qui accueille l'étranger. Ça demande à celui qui accueille aussi une adaptation, une ouverture, une disponibilité qui le transforme. Et c'est cette transformation mutuelle, moi, que je trouve formidablement intéressante et que j'ai envie de communiquer à travers ces récits. Avec quelque chose que j'ai ressenti fortement en vous lisant, c'est quand même les violences ou la violence faite au corps quand on émigre. Il y a à la fois des scènes très très âpres que vous racontez de traversée de la Méditerranée, des voyages, mais aussi quand on arrive, puisque pour survivre, quoi qu'on ait fait avant, on va généralement se retrouver à travailler avec son corps dans des conditions très très rugueuses. Bien sûr. Alors là, le diplôme ne compte pas, si tant est qu'on en est. On est d'abord une force de travail, une force qui est parfois exploitée, parce que les conditions de sécurité ne sont pas les mêmes pour ceux qui n'ont pas de papier. Il n'y a pas de sécurité sociale tout de suite, aussi pour ceux qui n'ont pas encore un véritable statut. Donc, il y a une précarité de toutes parts qui, en effet, menace le corps, la santé, et demande un grand courage. Un grand courage. On va s'interrompre quelques instants dans ce dialogue, mais juste après, je vous demanderai pourquoi vos récits ne se terminent jamais tout à fait dans cette série. On laisse les personnages en suspens, et comme ça fait un petit cliffhanger pour que vous restiez. Mais est-ce qu'on a besoin de cliffhanger quand on a Cécile Fournier pour la récré? Même pas, je me fatigue pour rien. Les choses sont bien faites. Oui. Valentine Gobi est invitée de cette émission. C'est la Saint-Valentin. Oui, truc de dingue. Joyeuse fête. Et donc une récré spéciale amour. Oui, mais on va mettre un petit peu de larmes. Oui, c'est ce que j'ai compris. Je suis désolée, mais bon, ça se termine bien. Voilà. Alors, je vous explique. Alors, on accuse souvent les réseaux sociaux de tous les maux, mais parfois, de temps en temps, ils peuvent aider des gens. Voilà. Et il y a une espèce d'engouement pour se livrer sur les réseaux sociaux et pour recevoir de l'aide de ses concitoyens. Et là, c'est le cas, par exemple, de Tom Cholet, qui est youtubeur, et l'humoriste Swan Périsset, qui avait parlé de leur rupture amoureuse sur les réseaux. Je vous ai fait un petit medley, une petite compilation. Là, il y a un truc qui se passe. Déjà, que j'y pense tout le temps. Le matin, le midi, le soir, bref, avant de me coucher, tout ça. Le pire, je crois, c'est la nuit, en fait. Cette nuit, j'ai rêvé d'elle. La personne qui m'aimait ne m'aime plus. Ça, c'est dur. Ok, donc ça, non. Et donc ça les a aidés, ça a aidé d'autres gens. Mais oui, ça a aidé parce qu'ils ont fait une espèce de journal quotidien pour voir leur reconstruction. Et finalement, eh bien, je vais vous le dire un truc très très fort aujourd'hui. On se remène à chagrin d'amour. C'est pas beau, non? Vrai, c'est super beau. C'est aussi le propos d'un nouveau seul en scène, seul-le au féminin. Seul-le, c'est Audrey Vernon qui le signe. Ça s'appelle Chagrin d'amour de Phaedra Jennifer Aniston. Et oui, vous l'aurez compris, elle revient avec humour et tendresse sur les grandes ruptures. Petit extrait peut-être avec également. Plaisir. J'ai appris ça chez Mélanie Klein, une copine de Freud, qui a écrit Deuil et dépression. Excellent titre. Vous n'êtes pas déprimé, vous êtes triste. Si vous voulez des endorphines, vous avez qu'à avoir des orgasmes ou courir plus d'une demi-heure. Phèdre est donc mariée à un type qui a abandonné sa sœur sur un rocher. Elle m'a dit « Non, si vous aviez vraiment envie de mourir, vous ne le diriez pas comme ça. » Je réessaye avec « S'il vous plaît ».
Donc on rit du chagrin d'amour. Oui, c'est très mignon, c'est très joli. Le journal Le Monde que vous connaissez écrit à propos d'Audrey Vernon, elle nous happe et nous captive, transformant le chagrin d'amour en épopée dont on ne sort pas indemne, mais sûrement grandi. Si le Monde l'écrit, c'est que c'est vrai. Hein. Et alors pour voir cette épopée? Et bien pour l'instant, elle a jusque 4 dates à Paris, à la Nouvelle Scène, le 16, 17, 23 et 24 février, mais je suis sûre que c'est un début, on va la voir bien ailleurs. Petite citation pour la route? Oui, j'avais envie de terminer par ces mots de Proust. Il est tellement rare que l'on se quitte bien, car si on était bien, on ne se quitterait pas. Ce qui n'est pas entièrement faux. Merci beaucoup. Il ne dit pas que des bêtises, ce Proust, ce Marcel. Valentine Gobi, Grand Oral. Valentine Gobi est la série Français d'ailleurs qui est recommandée dans les listes de lecture au collège. Elle peut aussi nourrir et inspirer des objets d'études en EPI, les enseignements pratiques interdisciplinaires. Vous avez été enseignante en collège, vous. Cette thématique de l'immigration, je vous poserai la question que je voulais vous poser après. Pourquoi est-il intéressant de l'aborder par le récit, par la fiction? Qu'est-ce que ça permet de faire quand on est prof? Parce qu'il ne faut pas donner de leçons de morale, déjà, pour commencer. On ne connaît pas le contexte dans lequel grandissent les élèves et ils sont aussi le produit de l'éducation de leurs parents. Donc c'est important de les emmener dans un voyage qui est aussi un plaisir. Moi j'avais envie de mettre l'accent sur ce qui les relie et pas sur les différences seulement. Donc la fiction permet d'incarner des personnages dans lesquels ils peuvent se reconnaître parce qu'avant d'être un immigré, encore une fois, on est un enfant, on est un être humain et on est un enfant avec des préoccupations qui sont tout à fait comparables. Les préoccupations d'enfant, vous le rappeliez, oui. Et des sentiments et des émotions. On parle de Saint-Valentin, il y a des histoires d'amour, bien entendu. Il y a des histoires d'amitié formidables qui m'ont été inspirées quelquefois par des témoignages, et qui sont aussi le produit de mon imagination, de mon observation, j'ai envie de dire, puisque j'ai eu la chance de fréquenter ces jeunes gens pendant très longtemps, et je les fréquente toujours en tant qu'autrice. Hein. Mais bien sûr. Cette diversité-là et cette vitalité-là de l'enfance est toujours présente. Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir d'ailleurs dans toutes ces rencontres avec les jeunes, tous les ateliers que vous animez? Il y a des moments de grâce particuliers? Alors c'est leur capacité à poser les questions sans la gêne des adultes. En fait, non mais l'éducation, c'est aussi un polissage. Ça a ses vertus, ça permet de bien se comporter en société, mais ça rend muet aussi. Il y a des gênes, il y a des malaises qui font que on n'arrive pas à rencontrer l'autre. Et je sens dans la jeunesse une espèce de capacité à s'exposer, quelquefois de façon extrêmement maladroite, hein, mais qui ouvre la porte à la conversation. Et là, ça vous fait plaisir. On lit un livre et que derrière ça sort. Mais c'est le secret de tout. À partir du moment où on dialogue, où on est en conversation, où on se parle, où on s'explique, où on se partage, alors on peut faire du vivre ensemble. Une bonne façon justement de produire ça, de laisser les imaginations ouvertes, mais aussi de ne pas faire de leçons de morale. Et ça me ramène donc à la question que j'avais l'intention de vous poser. C'est que les récits, ce qui est frappant. Et alors moi j'ai commencé à en lire il y a longtemps, mais j'en lisais qu'un à la fois. Quand ça a commencé à sortir, là j'ai relu tout, lu ou relu tout. C'est que quasiment toujours on reste un peu en suspens, on est libre d'imaginer le destin. Il n'y a pas de morale de l'histoire. Bah écoutez, si l'enfant c'est pas l'avenir, je sais pas ce que c'est. On ne peut pas les enfermer quand même dans une résolution qui les condamnerait à s'arrêter avec la fin. Avec la volonté de la romancière. Alors la romancière que je suis n'enferme jamais ses personnages et toutes mes fins sont assez ouvertes. Parce que c'est quoi la fin ultime? C'est la mort. Aucun de mes personnages ne meurt. Par conséquent, ils ont une vie devant eux qui est faite de tous les possibles. Et je trouve intéressant aussi de considérer qu'une fin c'est un début, pour reboucler sur ce que vous disiez tout à l'heure. Hein, c'est un cycle en fait, la vie, et là je les laisse au moment où ils commencent à trouver une place. Celles qui vont le prendre réellement, ça dépend d'eux et plus de moi. Et de l'imagination du lecteur. Certains récits, vous avez eu plus de mal à les écrire, des situations plus dures à affronter, des archives ou des témoignages que vous avez je vais vous en citer deux. Sur les Turcs et le rapport entre les Turcs et les Arméniens, c'était très très dur parce qu'on parle vraiment d'un génocide, donc la description des massacres était abominable. C'est pourquoi j'ai donné à cette petite fille, Anouche, des rêves par lesquels lui arrivent des réminiscences de ce qu'elle a vécu sans avoir à exposer les scènes. Ça a été long pour moi de trouver le moyen d'évoquer le génocide.
du sans texte, et là, ces espèces directement d'absence, les en scènes. quelque sorte. C'est ça. Et donc, ce sont les rêves qui vont amener la question du génocide. À l'autre bout du spectre, il y a Rim, cette petite fille syrienne, qui va donc partir, qui perd ses lunettes et qui tout d'un coup se trouve dans un flou complet. Ce qui me permet aussi de restituer davantage ces impressions physiques qu'un contexte qui était alors très difficile à saisir au moment où j'ai écrit ce court texte, avec l'aide extraordinaire du grand journaliste Omar Ouaman, qui était sur place et qui me répondait au téléphone pour me dire ce qu'il voyait. Mais là, on n'est pas dans l'archive, on est vraiment dans l'actualité. C'est un métier, le journalisme. Moi, je ne pouvais pas me déplacer et aller sur place, il n'y avait pas de traces écrites. Et donc, c'est l'idée de la perte des lunettes qui m'a beaucoup aidée en fait à donner une dimension réaliste avec l'aide de ce journaliste à ce récit. Omar Ouaman qu'on entend sur France Inter et sur France Culture, enfin sur toutes les chaînes de Radio France. Et oui, c'est dans ce récit, si mes souvenirs sont bons, que pendant la traversée, même les lèvres sont craquées par le sel et oui. Et que toutes ces attaques, le corps est vraiment très à l'épreuve. L'écriture de la série, c'est ma dernière question, Valentine, elle s'est étendue sur 15 ans. Vous avez le sentiment qu'on vit dans un pays plus tolérant. Est-ce que, au moins, les enfants ou les ados que vous voyez dans les établissements ou sur les salons vous semblent plus tolérants qu'avant, ou est-ce que c'est vraiment le tonneau des Danaïdes et il faut... Je suis pas certaine. Ok, super. C'était assez optimisme. Non, par contre, je crois Enfin, moi, je suis une pédagogue aussi, puisque j'ai été professeure. Je crois aux vertus, vraiment, de la répétition, de la conversation. On ne peut pas lâcher prise. L'enjeu, c'est pas de résoudre la question, c'est qu'elle soit constamment posée et reposée sans qu'on la laisse de côté. Eh bien, on ne la laisse pas de côté avec Tous Français d'ailleurs. C'est la compile de tous les Français d'ailleurs qui sont sortis depuis 2007 sous la plume de Valentine Gobi avec le soutien du Musée national d'histoire de l'immigration. C'est Porte Dorée. Si vous êtes parisien ou francilien, il faut aussi le visiter. Vous restez avec nous. On va faire un petit conseil. Vous avez des frères et des sœurs ? Oui, j'ai 2 frères. Vous allez voir, c'est une spéciale fratrie avec Candice Anzel dans quelques instants. Cécile, merci beaucoup. Conseil de famille. Conseil de famille, c'est notre rendez-vous avec Candice Anzel. Candice, bonjour. Bonjour. Les disputes dans les fratries, on n'aime pas beaucoup ça, mais qu'est-ce que ça signifie ? Vous avez quelques astuces pour que les enfants se disputent moins et également sur que faire quand une dispute éclate. Mais enfin, Adam, on ne tape pas son frère avec la télécommande pour avoir la manette de jeux vidéo quand même. Vous vous rendez compte, là, vous êtes en train de vous disputer pour un morceau de plastique ? Bon, si vous aviez dans l'idée de faire un deuxième enfant, sachez qu'hier, j'ai dû faire en 2 parts égales un tic-tac. Voilà, un tic-tac, tout simplement. Bon, je suis sûre que vous êtes nombreux à connaître ce genre de situation à la maison, n'est-ce pas ? Ça peut arriver à quoi ? Elles sont dues ces rivalités dans les fratries ? Alors, tous les prétextes, évidemment, sont bons pour se chamailler. C'est le mien, elle a eu un gnocchi de plus. Je te signale que c'est pas toi qui commande. Bon, de toute manière, ça se finit toujours de la même manière, cette histoire. Maman ! Papa ! Bon, en filigrane, en réalité, les enfants testent notre amour et ces chamailleries sont souvent le signe en fait d'une demande d'affection et d'attention, ce qui d'ailleurs à l'adolescence peut paraître un petit peu déstabilisant parce qu'ils font mine de ne pas du tout en avoir besoin. Alors, c'est vrai que les relations fraternelles, elles alternent toujours entre complicité, amour et rivalité et désaccord, mais en réalité, ces rivalités, elles sont vraiment nécessaires parce qu'elles permettent à chacun de s'affirmer, de prendre sa place dans la famille, même dans la fratrie, de tester ses propres limites et de tester celles des autres, et puis elles permettent aussi d'apprendre ce que c'est que le partage et puis faire des compromis. Voilà, vous voyez, c'est chouette les disputes. Bon, est-ce qu'il y a quand même des astuces pour minimiser ces rivalités afin que les enfants se disputent un peu moins ? Oui, c'est vrai que les rivalités de toute manière sont beaucoup plus exacerbées lorsque les enfants sont du même sexe ou que l'écart entre les deux est finalement assez réduit. Donc dans ces 2 cas, il est vraiment très important de les différencier en mettant en avant les forces des uns et des autres et puis on peut aussi les différencier d'un point de vue vestimentaire, au niveau des activités extrascolaires. Éviter évidemment les comparaisons, parce que lorsque la balance penche vers un enfant et positive vers lui, elle est forcément moins avantageuse vers l'autre. Et puis, on va énoncer des règles calmement, mais toujours fermement. Pas d'insultes, pas de violence physique, et puis on va annoncer les conséquences et les sanctions à tout manquement. Donc, si on a des enfants qui justement ne jouent pas souvent ensemble, on va faire ensemble, on va faire en sorte de renforcer ce confortement et cette complicité. Et
aménager des temps exclusifs de qualité avec chacun de vos enfants. L'histoire avant d'aller dormir, faire du shopping ensemble, les CDI, j'en parle souvent, les câlins à durée indéterminée. Et puis, on va favoriser en fait les activités qui permettent d'exprimer les rivalités tout en s'amusant. Faire du sport, les chatouilles, bataille de coussins, bref, ça marche très bien. Quand ils aient fait tout ça, la dispute éclate quand même. Comment réagir justement quand ils font papa, maman? Déjà, on va rester neutre. En intervenant systématiquement, en fait, on risque de figer les rôles entre victime, chouchou et agresseur. Donc, en prenant parti pour l'un, on va pas lui apprendre finalement à se défendre tout seul. En plus, ça va renforcer la colère de l'autre qui va s'énerver en lui disant c'est pas juste, tu vois, à cause de toi, je me fais encore plus punir, je te déteste. Donc, la première chose à faire lorsque une dispute éclate, c'est de reformuler en fait les ressentis de chacun pour les aider à développer leur empathie. Tu sais, Sacha, je comprends que tu ne veuilles pas que ton frère te prenne la manette des mains, surtout que tu es en train de jouer avec. Et en même temps, Adam, moi je comprends que tu ne trouves pas ça normal que ton frère refuse de te donner la manette alors que c'est ton tour de jouer. Vous savez quoi? J'ai entièrement confiance en vous. Vous allez tout à fait régler ce problème ensemble. Et vous partez. Et vous partez vraiment pour leur montrer que vous leur faites confiance et qu'ils sont tout à fait capables de faire des compromis. Qu'on dise d'un mot, mais vraiment d'un mot, si ça perdure, conseil qui sauve? On prend le temps d'observer, est-ce que c'est tout le temps en votre présence? À quelle fréquence? À quel moment de la journée? Quel est l'enjeu de la dispute? Est-ce que c'est toujours le même qui démarre la bagarre? Et puis, si on voit que ça perdure vraiment dans le temps, on se fait conseiller et accompagner par un professionnel. Quand même, il y a un moment où ils arrivent. Exactement. Candice, merci beaucoup. Valentine, merci beaucoup également. Tous Français d'ailleurs, 12 histoires, 100 ans d'immigration. C'est chez Casterman Jeunesse. Et puis, merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec à la préparation de l'émission qui est en régie aujourd'hui avec Gauvin Bonizek au son, Xavier Sanchez à la réalisation. Vous restez sur School TV. Vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.